L'émission Coup de tête vous est proposée par la boutique Trinquant, située au 35 rue des Martyrs de Vingré à Saint-Étienne. Trinquant, le magasin des amoureux des verres, dédié au foot vintage et à la culture stéphanoise. Également visible sur trinquant.fr. Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 27e journée de championnat de Ligue de Bucket. Saint-Étienne se déplaçait en Isère, plus précisément à Grenoble, et ils reviennent avec le point du match nul, un score nul et vierge, 0-0. Autour de la table, toujours le même duo. Eric, salut à toi Eric. Isère, bonsoir à toutes et à tous. Et puis bien sûr Olivier, salut à toi Olivier. Salut Marco, salut Eric, salut tout le monde. Dans cette émission, on reviendra donc sur ce match nul donc à Grenoble. Il y aura des morceaux musicaux, une page alti-ligérienne. On reviendra aussi sur le programme de la SSE pour ces 7 dernières rencontres. Il y aura bien sûr les coups de tête et les coups de cœur avec bien sûr l'agenda. C'est parti pour 55 minutes d'émission et on commence tout de suite par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Ouais, si vous avez raté le match ou que vous ne vous rappelez pas très bien ce qui s'est passé pour les Verts à Grenoble, eh bien voici une séance de rattrapage. Voici d'abord le 11 de départ avec Maubleu qui remplace Larsonneur blessé. La défense est inchangée. Kevin Pedro, Le Cardinal, Nadé et Hold. Au milieu, Kanté, Miladinovic et Boaké. Et devant, Cardona, Stassin et Davitashvili. Alors le premier constat qu'on peut faire, c'est que dès l'entame du match, on va voir des Grenoblois qui sont au niveau. L'appel pour faire venir le public au Stade des Alpes a bien fonctionné et on assiste à un match plutôt équilibré au début. Et ça va durer. Stéphanois et Grenoblois se rendent coup pour coup, mais les deux gardiens parviennent à stopper les tentatives de Jesse Benet, côté Grenoblois, et de Miladinovic, de Le Cardinal de la tête, et de Stassin sur un enroulé en se retournant, côté stéphanois. Ce sera tout pour les pétards mouillés de la première mi-temps. En seconde période, les occasions vont être nettement plus dangereuses. Malheureusement, plutôt à l'actif des Grenoblois. Dès la reprise, c'est Diaby qui échoue à bout portant devant Maubleu. Et puis quelques minutes plus tard, c'est Jesse Benet, le même, qui voit sa frappe croisée écartée de justesse par le même Maubleu. Et cela va aller crescendo jusqu'à la fin du match, avec 2 occasions très nettes pour les Grenoblois. Circonstance aggravante, la blessure de Le Cardinal, qui va obliger Pedro à se recentrer dans l'axe, mais sur l'action qui suit, le jeune Stéphanois rate son contrôle et offre une balle de but à l'Alias qui venait de rentrer, lequel l'Alias va rater la cage sur un ballon à ras de terre qui frôle le poteau. Et puis dans les arrêts de jeu, à la suite d'un ballon mal renvoyé sur corner, le Grenoblois Paquier voit sa frappe repoussée sur la ligne par Augustine Boaké. Ouf, on a eu très chaud à Grenoble, mais c'est bien Grenoble qui a refroidi Saint-Étienne. Les Stéphanois repartent des Alpes avec 1 point acquis dans la douleur. Place aux questions. Merci Olivier pour ce résumé. On a assisté à un match, pas du même acabit que les derniers matchs qu'ont procuré nos Stéphanois. Un petit peu déçus parce que pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent de part et d'autre, même plus du côté grenoblois. Êtes-vous satisfait de ce point ramené de Grenoble ? C'est un moindre mal, on va dire. Donc, fin de série pour les Verts, on est toujours invaincus sous l'air montagnier. On a été mis en difficulté par cette équipe grenobloise qui, déjà à l'aller, nous avait accroché à Geoffroy Guichard, une équipe plutôt regroupée qui a fait bonne impression en seconde période en particulier, je trouvais. Donc là, on a eu la confirmation de la solidité défensive des Verts. 3e clean sheet d'affilée, que de buts encaissés depuis que Montagnier a pris les rênes de l'équipe. Donc offensivement, c'était décevant. On va pouvoir revenir dessus, mais en tout cas, quand on n'est pas capable de prendre les 3 points, comme a dit le coach, faut savoir se contenter du point du match nul. Et on aurait plus pu perdre ce match que le gagner. Donc on s'en tire, avec ce point du match nul, on s'en contente, on va dire, on s'en satisfait. Ouais, alors c'est vrai que sur le papier, les Stéphanois étaient sur une phase hyper positive.
Donc il y a de quoi peut-être être déçu, mais quand on regarde la physionomie du match, je crois qu'au contraire d'être déçu, on peut s'estimer heureux de partir avec un point. Et puis comme d'habitude, il faudra le bonifier à domicile au prochain match. Un match nul à l'extérieur, si tu gagnes à la maison, c'est positif. C'est sûr qu'il faut le bonifier par la suite. Moi, ce que je dirais, c'est que cette équipe de Grenoble, pour elle, c'était un vrai derby. On a vu, je l'ai dit, dans les tribunes. Malgré tout, on entendait quand même ces Grenoblois, alors que d'habitude, ce stade, il sonne vraiment creux. Et sur le terrain aussi, oui, cette équipe, elle a pris ce match comme son derby à elle. Autant côté stéphanois, on n'a pas l'impression que c'est un match pour où on conteste la hiérarchie régionale, mais pour les Grenoblois, ça a l'air d'être important quand ils jouent contre Saint-Étienne par le passé du club, et donc on se retrouve face à ce qu'on a souvent vu cette année, c'est-à-dire une équipe qui joue le match de sa saison à domicile. C'est le jour où les tribunes sont le plus remplies de la saison, et les joueurs sont au diapason sur le terrain, donc ça a été difficile. Ils ont des qualités, hein, on l'avait dit la semaine dernière, donc je pense qu'on peut s'estimer même heureux. Si on regarde les X-goals, ils auraient mérité de marquer un but, ces Grenoblois, alors que nous, 0,3 à peine. Les supporters grenoblois sont pas gâtés, hein. 4-0-0 en 5 matchs. C'est assez incroyable comme bilan. Ouais, quand tu dis, Olivier, que c'est le match de l'année pour eux, qu'ils font tout pour l'emporter, la stratégie des Grenoblois, c'est déjà parole à la défense, non ? Alors, quand on joue le maintien depuis presque longtemps, ils n'ont jamais joué les premiers rôles dans cette Ligue 2, hein, si je ne me trompe pas. Donc, de toute façon, c'est leur quotidien, hein, c'est leur pain quotidien de jouer, de ne pas prendre de but, etc. Alors, ça tient peut-être à la philosophie de l'entraîneur, mais même cette équipe, quand tu joues, quand tu es mal classé, en plus quand tu te renouvelles beaucoup, et je crois qu'au niveau financier c'est pas la panacée, hein, ils s'entraînent dans un lieu vraiment qui est pas adapté au monde du football professionnel, par exemple, tu vois. Ils ont d'énormes difficultés aussi avec le froid à Grenoble pour avoir des bonnes pelouses. Et donc c'est un club qui vraiment lutte pour son maintien chaque année. Donc c'est pas étonnant de les voir jouer comme ça, hein. Comme nous, ils ont une bonne défense, mais après ils n'ont pas bétonné non plus, hein. Ils ont mis en difficulté en deuxième mi-temps en particulier. Si ta question c'est ça, moi non, j'ai trouvé qu'ils jouaient leur va-tout tout en gardant une sécurité, parce que quand tu joues contre Saint-Étienne, tu sais qu'il y a des flèches, tu vas pas te découvrir non plus, ils seront pas idiots. J'ai trouvé que, tu vois, sur l'ensemble de la partie, ils tirent, je vais te dire les statistiques, ils tirent en tout 15 fois. Bon, il y a 4 tirs cadrés. Donc quand tu tires 15 fois dans un match, on peut pas dire que tu as été, soporifique. Et nous, en deuxième mi-temps, 2 tirs et 0 cadré, quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qui nous a manqué qu'est-ce qui a manqué à ces Stéphanois pour pouvoir déjouer ce bloc compact grenoblois ? On était en panne d'inspiration, un manque de justesse, hein, j'ai trouvé, moins bon dans les phases offensives, hein. Pourtant on a fini avec 5 joueurs à vocation offensive sur le terrain. Après, la position de balle plutôt stérile, hein. On a eu la balle, mais comme sous l'ère Orneland, hein, on a manqué d'impact dans les duels, on était battus dans ce domaine-là. Après, on a eu du mal à contourner le bloc grenoblois, malgré ce qu'a tenté en deuxième période notre coach. Ouais, c'est vrai que cette équipe, moi je mettrais plutôt l'accent sur cette équipe grenobloise qui nous a empêchés, et par leur activité, ils ont réduit les espaces. On n'a pas pu créer des contre-attaques, des vraies offensives. Ils étaient hyper prudents. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils ont renouvelé leur attaque, mais leur défense, ils ont un très bon gardien. Mouyokolo, Paquet, derrière c'est solide, et puis ce Jesse Benet là qui joue en sentinelle et qui arrive à organiser le jeu et à empêcher que de perdre trop vite la balle. Non, moi j'ai trouvé qu'ils avaient fait c'est le match des Grenoblois pour moi qui a empêché les Verts de faire quoi que ce soit, hein. Ah ouais, c'est pas les Stéphanois. Donc moi, pour répondre à ma question, ce qui m'a marqué côté stéphanois, et
plutôt au niveau du milieu offensif et des attaquants, c'est qu'ils tergiversent trop et il y a eu trop d'hésitation. Et ils n'ont pas joué de façon rapide. Ça manquait de dynamisme. Et surtout, c'est 3 ou 4 fois, c'était Cardona sur l'aile droite. À un moment donné, il attend, il sait pas quoi faire, et alors que normalement tu fais ton contrôle et puis tu la passes tout de suite, quoi. Et ça a manqué de rapidité, du côté instinctif des attaquants qui a manqué. Et Davidashvili c'est pareil. Boakier dans ses possessions de balles hautes, en fin de compte il tergit. Alors c'est vrai que c'était face à un bloc, mais t'hésites trop. Et à chaque fois, ils se refaisaient prendre la balle et on a perdu des ballons dans leur surface de réparation parce que on a trop attendu et on doit aller plus vite, quoi. C'est évident. Et c'est là que je pense qu'il y a un écart avec le niveau supérieur, c'est-à-dire la Ligue 1. C'est qu'il n'y a pas ces hésitations-là. Voilà. Et je regrette vraiment ce genre de choses. Alors oui, ça a manqué de justesse. Et justesse aussi dans les frappes, parce que lorsque tu as une rencontre comme celle-ci, tu peux faire la différence en frappant de loin. Et Cardona a essayé du pied gauche en deuxième mi-temps, mais c'est pas concluant, puisque ça passe à 5 mètres de la cage grenobloise. Mais moi, c'est pour ça que je suis pas vraiment satisfait aussi de la prestation des Stéphanois, c'est que ça manquait de rapidité dans les contre-attaques, pour déjouer cette défense grenobloise, et j'ai trouvé beaucoup trop d'hésitation pour nos 3 attaquants. Là, c'est le cas, c'est Milinovic en première mi-temps. Ouais, voilà, il frappe pas assez fort. Il a la justesse et puis il a la force aussi. Ouais. Avec un Nadé, c'est Nadé qui lui donne ce joli ballon. C'est la meilleure occasion, avec peut-être le cardinal de la tête aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, son coup de pied arrêté après. Quand la charnière centrale monte, effectivement, ça crée un joueur de plus et ça peut faire la différence. Mais moi, j'ai pas. Bon, alors j'ai assisté à un match un peu soporifique. Je suis désolé, mais parce que il y avait ces 2 blocs, ces 2 défenses, quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit parole à la défense, parce que c'était quand même assez impressionnant. Et j'ai pas trouvé le milieu de terrain stéphanois à son aise, et les attaquants non plus. Donc voilà. Mais on s'aperçoit que quand l'équipe adverse, surtout quand elle joue chez elle, à Geoffroy Guichard c'est plus difficile, mais quand elle arrive à bien bloquer, franchement l'étincelle elle vient de Davidashvili surtout samedi, parce que le Cardona était un peu moins bon que d'habitude. Quand ils arrivent à bien à dédoubler, quoi, pour bloquer Davidashvili, isoler un peu Stassin, ça devient difficile parce que on attaque, tu as dit à 5, moi j'ai pas vu une équipe qui attaquait vraiment à 5. C'est le jeu typiquement développé par les entraîneurs français depuis très longtemps, et Montagnier va certainement nous faire monter avec ce jeu-là, donc on va le remercier. Mais c'est vrai que s'il faut passer par des 0-0, tant pis. Mais c'est vrai que si on regarde le jeu produit, 0,3 chance de marquer un but, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai pas dit qu'on avait attaqué à 5. J'ai dit qu'on avait fini avec les 5 joueurs sur le terrain. On a fini en 4-2-3-1 avec Davidashvili repositionné en position, il a fait en position axiale comme il joue en sélection. Donc derrière Stassin, en faisant rentrer Dufus à gauche, et il a pas fait rentrer un milieu de terrain, ni Mouefek, ni Emar, Gadegbekou. Les 3 ont joué en réserve le lendemain. J'y reviendrai tout à l'heure. La semaine dernière, Olivier, tu nous posais la question du remplaçant de l'Arseneur. Moi, qui me paraissait tellement évident. Est-ce que vous avez été convaincu par Maubleu sur cette rencontre ? Comment ne pas l'être ? Ouais. Ça fait du bien, ça va lui faire du bien à lui, ça va faire du bien à tout le monde. Les gens qui pouvaient douter de ce joueur qui avait eu des miettes jusqu'à présent en coupe, pas forcément dans des contextes très, très faciles. Donc c'est le premier match de championnat qu'il jouait avec les Verts, dans son fief grenoblois. Et puis on l'attendait au tournant, et puis il a répondu présent. Il a été le meilleur Stéphanois. C'est grâce à lui qu'on empoche le point. Il a 2 arrêts importants à faire, et il a rassuré la défense, il a rassuré tout le monde, et c'est de bon augure pour la suite.
Ouais, le foot est bien fait parfois, hein, parce que comment rêver de meilleur scénario pour lui. Alors bien sûr, on rêve pas qu'un joueur se blesse, l'Arseneur se blesse, mais aller jouer à Grenoble, c'est vraiment, il a été apprécié, il y a eu une banderole pour lui. Ouais, il y a eu une banderole et même des applaudissements. Donc il est vraiment, il est chez lui quoi, à Grenoble. Donc le foot. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, ouais. Là, le scénario, il est parfait pour lui. Et puis surtout, on a vu des qualités. Même, tu vois, à des moments, je me suis dit, tiens, là, il est meilleur que l'Arseneur. Sur certains ballons, sur sa capacité à ne pas paniquer pour relancer. L'Arseneur, je sais pas, je serais partenaire. Ça m'agacerait de le voir s'agiter comme un pendu là, quand il a la balle et t'as l'impression que c'est la faute il veut faire il veut lancer une offensive, il le fait jamais en plus. Là on a vu Maubleu qui gardait la balle, calmé, tout ça, comme un défenseur qui comprend le tempo du match. Je trouve qu'il a son expérience, il l'a mis à profit pour l'équipe, et j'ai envie de le revoir jouer. Alors, tu étais mauvaise langue parce que ça a fonctionné 2 fois, l'Arseneur, quand il relance rapidement depuis qu'il a... Au bout de 400 matchs... Ouais, ça date il y a 2 ans. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez compris le coaching en deuxième mi-temps de la part de Montagnier avec... comment dire, avec Dufus qui rentre à gauche, et David Tachvili qui redescend un peu plus bas dans l'axe. Et ce que tu disais tout à l'heure, 4-2-3-1, c'est ça? Pour moi, oui. Enfin, Boakier avec Kanté, et puis David Tachvili juste devant, à droite Cardona, à gauche Dufus, et devant Stassin. Ça n'a pas fonctionné. C'est un pari, pourquoi pas, enfin, tenter des choses. Quand on voit qu'on a du mal à contourner le bloc, ça aurait pu être une solution. Mais moi, je pensais plutôt que Mouefek allait rentrer, apporter un surplus au milieu de terrain, comme il avait apporté lors de son entrée précédente. Mais c'est ça, moi j'ai pas compris pourquoi il fait pas rentrer Mouefek. Le match précédent, Miladinovic il sort, et Mouefek il rentre, et il fait du bien. Et il fait du bien puisqu'on marque les 2 pions lorsqu'il rentre. Et là il le laisse sur le banc, et en plus de ça il met Dufus qui met sur le côté gauche. Mais il sort pas David Tachvili, quoi. Donc et une fois qu'il a fait ça, on n'a plus vu le ballon. Hein. On a plus vu le ballon. En plus, Miladinovic qui fait la gueule en sortant. C'est très rare côté stéphanois. J'ai rarement vu ce type d'attitude, mais là, il a clairement montré qu'il n'était pas content de sortir. Je déteste cette façon de faire. Il le faisait pas jusqu'à présent, et là il a été tout agacé, etc. Mais alors, pour revenir à ce que tu dis, il y a un changement qui est obligé, celui de le Cardinal, mais c'est plus tard dans le match. Après, je t'avoue que j'ai pas trop vu de changement, parce qu'on était sous la pression des Grenoblois, donc on s'est surtout attaché à défendre, et je sais pas si ça a changé grand chose en fait. En effet, ça a pas eu l'effet escompté en tout cas. Ah non, ça m'a pas convaincu en tout cas. On va passer au verre à moitié plein et à moitié vide. Je pense qu'à moitié plein, c'est Maubleu qui a été vraiment au-dessus du lot puisqu'il a été sollicité, et que ça s'est plutôt bien passé puisque sa cage reste inviolée. Est-ce que vous en avez d'autres sur cette rencontre? Après, je citerai la charnière centrale. Le Cardinal, capitaine en l'absence de l'Arseneur, il s'est appliqué à bien défendre, bien relancer, puis il aurait pu marquer de la tête, et puis Nadé toujours aussi costaud, donc c'est lui qui lance l'offensive sur la frappe de Miladinovic, et c'est lui qui a récupéré aussi le brassard lorsque le Cardinal est sorti. De mon côté, je rajouterais Kanté. J'ai bien aimé son activité, et il vient couvrir c'est lui qui a couvert plusieurs fois lorsque les Grenoblois arrivaient à franchir les lignes. Puis c'est vrai c'est assez étrange de ta part, parce que pour moi c'est son plus mauvais match depuis qu'il a endossé le maillot vert. Et il a encore pris un carton. Ça fait 3 déjà. Ouais. Ah oui, mais c'est ce qu'on lui demande. De prendre les cartons. De bloquer les offensives. Alors tu les bloques comme tu peux. Mais... Le carton, c'est pour une faute de main. Moi, j'ai pas trouvé très à son aise lors de cette rencontre notre Kanté.
J'ai trouvé vraiment en dessous, et même s'il a pu effectivement ratisser quelques ballons, ça n'a pas été ça, et notamment dans les transitions. Je trouvais ça un peu trop brouillon. C'est une tâche ingrate qu'on voit pas, mais qui est très très importante. Et on oui, voit la mais différence avec avant. Non, mais sur les autres matchs, il était bon. Numéro 6, on va dire en ratisseur comme ça, là, s'il rate un match, on va vite voir la différence. Mais c'est jusqu'à maintenant, j'ai trouvé après bon. Hein. Après, mais sur cette rencontre, sur 0-0, c'est vrai que c'est difficile de trouver des satisfactions. Et là, défensivement, si la charnière a été pas mal, même si ça commence à être difficile pour le Cardinal. Hein, ouais, parce qu'il enchaîne les matchs d'un coup, quoi. Donc, une petite alerte, donc il a préféré sortir, il n'y a rien de grave. Hein, bon. Après, c'est Pedro qui a décalé dans l'axe, sachant que la semaine dernière, si vous vous rappelez, contre Red Star, on a fini à 5 derrière, hein, pour le coup, puisque quand Apia est rentré à droite, Pedro a glissé dans l'axe aux côtés de le Cardinal et Nadé, et puis Hold est resté à gauche. Donc là, Pedro a joué dans l'axe, et puis il a commis un petit peu cette erreur, ce mauvais contrôle qui aurait pu emmener un but grenoblois. Et vers à moitié vide, justement. Miladinovic, pour moi, en dehors de sa frappe, on l'a pas beaucoup vu. Puis le secteur offensif, Cardona qui a eu du déchet, trouvé. Stassin qui a fait une belle frappe en pivot comme il a fait la semaine précédente, mais après qui a pas été vraiment présent. Et puis David Ashvili non plus, hein, qui est un petit peu en deçà de ce qu'il montrait jusqu'à présent. Stassin qui a eu un marquage quand même assez particulier, et c'est quand même bizarre que ce défenseur ne récolte aucun jaune tout au long de la rencontre, avec toutes les fautes qu'il a pu faire sur notre avant-centre. Oui, c'est Vidal. Ouais. C'est assez spécial. Je trouve qu'il a été l'arbitre très gentil avec les Grenoblois, parce qu'il y a eu quand même des grosses fautes, notamment tu parlais du capitaine, l'arrière droit, là, que tu as trouvé plutôt bon. Il a fait énormément de fautes, il n'a pas été du tout embêté par l'arbitre. Alors oui, ils ont une bonne défense, mais à un moment donné, si tu les sanctionnes pas, c'est sûr qu'ils peuvent rester la meilleure défense. Hein. Mais moi, là-dessus, j'ai pas trop apprécié que pendant 90 minutes, les Grenoblois ne se gênent pas pour faire des fautes et ne soient jamais sanctionnés. Voilà. J'ai parlé de Boaké parce qu'il a sauvé un but. Oui, voilà. Il allait peut-être sur le poteau. Mais bon. Mais effectivement, Boaké n'a pas été très bon non plus lors de cette rencontre. Moi, je rajouterais Pedro, que j'ai vraiment pas trouvé bon sur cette rencontre. J'étais déçu par sa prestation, et donc voilà, c'était dans mes verres à moitié vides. Olivier, t'en as... Non, à moitié vide, Cardona, comme d'habitude, il est sur courant alternatif. Je sais pas si c'est le bébé qui est à la maison qui l'empêche de dormir. Il court, mais bon, après, il est pas lucide. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a trop d'hésitation dans son jeu, quoi. Et oui, tout au long du match, on a pu récupérer, mais ces récupérations sont mal exploitées. Tout de suite après, on n'arrive pas à s'en servir correctement, et on joue pas assez rapidement à mon goût. Bon, c'est comme ça. On va passer à la page altiligérienne. Je reviendrai quand même sur la SSE après la page altiligérienne, la page Haute-Loire, tout simplement. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Alors en national, 25e journée de championnat au Stade Massot, le Puy recevait les Canets, les Normands, les Poneaux qui ont dû évoluer en rose, avec un souci puisque les Canets se sont déplacés avec un maillot, deux jeux de maillots, donc bien sûr bleu et rouge, et l'autre je crois que c'était blanc, mais ça convenait pas, donc le Puy a dû évoluer en rose. Cette équipe cannaise, c'est la pire défense du championnat depuis le début de l'année 2026, on va dire, hein, et le Puy Foot devait composer avec des options offensives limitées, hein, comme un petit peu comme la semaine dernière, Nsinghi étant suspendu, Debold étant redescendu d'un cran pour pallier l'absence de Bouledja.
Donc Desboldes, il a été placé par Stéphane Dieff au poste de piston droit. Au début de rencontre, plusieurs Sampono auraient mérité de se transformer en occasion franche, notamment celui de Desboldes à la 5e minute qui filait devant toute une défense apathique et des attaquants aussi pas suffisamment tranchants. Trop souvent dépassé, la défense cannaise craquait pour de bon à la 20e minute de jeu dans son dos sur une longue touche de Fati, et à la réception, Rodriguez était stoppé irrégulièrement par un certain M. Villa dans la surface. Le pénalty qui suivait, frappé par Adélaïde, était repoussé dans un premier temps par Mandrea, le portier canet, mais l'attaquant Pono se rachetait en marquant dans un second temps. Donc 1-0 à la 21e minute pour Le Puy. Si Marvin Adélaïde avait eu l'opportunité de doubler la mise 2 minutes plus tard sur un bel enchaînement devant la surface, la suite du premier acte était beaucoup moins animée. La seconde période démarrait très timidement. Face à des Canets toujours aussi impuissants, les joueurs de Stéphane Dieff ne se découvraient pas vraiment. C'était tout de même Adélaïde qui faisait passer le premier frisson à l'heure de jeu. Le buteur reprenait de la tête un centre venu de la gauche, mais sa tentative était trop axiale pour le portier canet. Dans la foulée, Swalia pensait faire le break en piquant sa tête sur un coup de pied arrêté, et c'était sans compter sur l'arbitre assistant qui avait logiquement levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu. 10 minutes plus tard, tandis qu'Antoine Gauthier réclamait un penalty, Akal avait bien suivi pour frapper à ras de terre et forcer l'arrêt du portier adverse. Si Caen peinait toujours à se montrer dangereux, le premier altiligérien ne parvenait pas à se mettre à l'abri, mais il n'avait pas à le regretter. Après leur victoire à Paris 13 Atlético, Zogba et ses partenaires pouvaient déjà se satisfaire de signer un deuxième succès consécutif sans encaisser de but. Logique vainqueur, 1-0, Le Puy Foot reste 6e au classement, solidement accroché au wagon de tête. J'étais assez surpris de la faiblesse de ces Normands. J'avais pu voir le match aller il y a quelques mois et j'avais trouvé que Le Puy était largement au-dessus et ils avaient perdu sur pas grand-chose, quoi. Mais là, ils ont été dangereux, les Canets, juste sur les coups de pied arrêtés. Il y a eu quelques coups francs où effectivement il y avait leur avant-centre de la tête qui pouvait faire la différence, mais c'était trop imprécis pour les Canets, et c'est vraiment une victoire largement méritée pour les Poneaux, donc qui restent dans ce bloc de tête, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le foot alti-ligérien. J'y reviens donc avec cette Haute-Loire, avec 2 matchs en retard en Régional 1. Monistrol se déplaçait face à Aurillac et ils reviennent avec un 0-0. Et il y avait un derby altiligérien puisqu'Espali recevait l'USSL. J'en ai parlé la semaine dernière, c'était la 3e fois qu'il a été déplacé, cette rencontre. Et victoire logique d'Espali, le leader, 3-0 face à l'USSL. Monistrol et l'USSL sont 6e et 7e de cette poule. Il n'y avait pas de match de R2 ce week-end. Par contre, il y avait des matchs de Coupe Laura Foot où il y avait quelques clubs alti-ligériens. La réserve du Puy s'est inclinée 2-0 à Saint-Paul en Jarret. Et Brioude l'a emporté au tir au but après un 0-0. Ils l'ont emporté 9 tirs au but à 8 face à Nord-Lozère. Voilà pour l'actualité du foot en Haute-Loire. Une dernière petite information sur le Puy qui a changé de nom aujourd'hui. Donc ça va s'appeler le Puy Foot 43, ça s'appellera désormais le Puy-en-Velay Football Club. Donc c'est en prévision de la Ligue 3. Et le Puy qui va se déplacer 2 fois de suite, puisque le match, rappelez-vous, face à Ajaccio, forcément, ne se déroulera pas. Donc ils vont à Villefranche avant de se déplacer à Concarneau. Ce vendredi, Villefranche, et je vous rappelle, chers auditeurs, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours visionner les rencontres sur YouTube. Vous rentrez simplement l'affiche du jour, donc Villefranche, Le Puy pour vendredi soir, et vous allez voir, vous pouvez assister pendant 2 heures à la retransmission de cette rencontre. Je reviens sur les Stéphanois. Nos Stéphanois, donc on est à la 27e journée de championnat. Est-ce qu'à votre avis, vu les résultats des autres clubs, et je rappelle que 3 l'ont emporté hier, 2-1 à Annecy. Avec une nouvelle fois un arbitrage scandaleux. Oui. Comme contre Clermont. Merci monsieur l'arbitre pour les Troyens.
Non, mais ça joue beaucoup. Oui, non, mais n'empêche. Ils ont 4 points d'avance sur nous, mais bon, c'est vrai que merci l'arbitre. Guyot, l'entraîneur d'Annecy, était furax. Et puis l'équipe du Mans qui l'a emporté à Nancy, alors qu'ils étaient menés, les Manceaux, mais une victoire 4-2, je crois, face aux Nancéens. Ils ont gagné, donc ils ont pris 2 points. Donc par rapport à ces clubs-là, nous, on aurait perdu 2 points. Et est-ce que ça vous inquiète, oui ou non ? Oui et non. On reste quand même sur une très belle série. On vient de s'arrêter du côté de Grenoble, on reste invaincu encore une fois. Donc on a 3 points d'avance sur Le Mans, 4 de retard sur 3, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un Saint-Étienne 3 qui se profile au mois d'avril avec le retour des COP, donc dans un stade Geoffroy Guichard à guichet fermé. Donc on peut potentiellement revenir à 1.2, vu le contexte. Comme je viens de le rappeler, les Troyens en ce moment ils sont très très heureux. Donc ils bénéficient d'un arbitrage très clément, donc voilà pourquoi ne pas croire en nos chances de recoller rapidement sur 3. Moi je vois plus devant que derrière, même s'il faut quand même garder un œil sur Le Mans qui fait partie des belles surprises de cette saison et qui a été très, très performante récemment. Non, il reste des matchs et donc au contraire, je trouve que ça va mettre fin à l'enflammade, parce qu'à Saint-Étienne, c'est une spécialité locale avec la râpée. L'enflammade au niveau du football, dès qu'il y a 4-5 victoires, ça y est, on se croit en Coupe d'Europe, à parader Champs-Élysées. Non, ça va être difficile cette accession. Tous les suiveurs commençaient à regarder, je vous ai partagé d'ailleurs, on mettait le calendrier de Troyes et celui de Saint-Étienne, et les autres, comme s'ils n'existaient plus. Malheureusement ils risquent de nous montrer qu'ils existent encore. Je pense au Mans, tu l'as dit, Rodez qui, si ça se trouve, peut finir en boulet de canon. Reims n'a pas dit son dernier mot, donc le Red Star, ça va être difficile quoi qu'il arrive. Cette Ligue 2, de toute façon, on s'en extirpe dans la douleur, et donc moi, je trouve que ce match, ce point acquis dans la douleur, il va dégonfler un peu les têtes et les chevilles, et c'est très bien comme ça. Il faut savoir donc qu'il reste 7 rencontres. On a 4 points de différence avec le leader 3. On a 3 points d'avance sur les Manceaux. On a 6 points d'avance sur Red Star et 7 points d'avance sur Reims. Mais il faut savoir que sur les 7 matchs, nous, on reçoit 4 fois. C'est pas le cas de Troyes, c'est pas le cas de Le Mans. Il y a juste le Red Star et Reims qui vont recevoir 4 fois. Donc ça, c'est pas négligeable. Effectivement, il y aura donc cette confrontation face au leader 3. Eric l'a évoqué là au mois d'avril. Ce qui est bien, c'est que nous, on termine par la réception d'Amiens, alors que le Red Star reçoit Montpellier et Reims reçoit Pau. Voilà, il y a ça qui fait la différence. Le Mans qui se déplace aussi le dernier match à Bastia. Bastia, on se déplacera là-bas. C'est jamais évident d'aller l'emporter en Corse. Hein. Sauf s'ils sont condamnés. Il n'y a plus personne dans le stade. D'ailleurs, ça sera peut-être le cas. Un Bastia-Saint-Étienne, je pense qu'il y aura du monde, hein, même s'ils sont condamnés, Bastia. Hein. Donc, je parlais des autres. Comme le dernier match, peut compter pour du beurre si Bastia est déjà. Oui. Pour le Mans. Pour le Mans, voilà. Ouais. Donc on va faire simple. Saint-Étienne va recevoir Annecy samedi, se déplace ensuite à Nancy, va recevoir Dunkerque, va se déplacer à Bastia, va recevoir Troyes, va se déplacer à Rodez et va recevoir Amiens. Il y a 21 points en jeu puisqu'il y a 7 matchs. À votre avis, combien de points il serait suffisant pour accéder au niveau supérieur ? C'est du football fiction, comme dirait Antoine. Oui. Après, je sais pas, en termes de points, c'est difficile, mais il y a 3 matchs difficiles. Hein. Aller à Rodez, ça va pas être facile. Dunkerque, jamais aussi. Et puis évidemment, la réception de Troyes. Donc, ces 3 matchs, on peut être sûr que là, l'équipe va être motivée. Mais paradoxalement, c'est peut-être justement quand on va aller contre des équipes soi-disant moins fortes qu'il y a plus de risques de perdre des points
comme on l'a fait contre Grenoble. Voilà, et pour l'instant, Troyes arrive très bien à gérer ces matchs, alors avec l'aide de l'arbitre, mais franchement, ils ont eu parce qu'il y a aussi une force de caractère qui leur permet de revenir en fin de match à chaque fois, renverser la tendance. Ils ont des très bons joueurs, Adeline, etc. Mais ils ont connu un petit creux là, il y a 4-5 matchs, et puis là, t'as l'impression qu'ils ont renclenché la marche avant, et que voilà, après, ce sera difficile qu'ils soient à portée de fusil lorsqu'on va les recevoir au mois d'avril. J'ai peur qu'on soit encore à 4-5 points. Il faudrait miser sur 15 points quand même. Ouais, moi j'allais répondre au moins 12. Ouais, 12 points, ça serait idéal. Donc tu fais le plein à chaque fois que tu reçois à domicile, et puis c'est bon, hein, je pense que ça peut le faire. Hein. Avec 62 points, je pense que tu montes, quoi. Ok, je vous remercie, messieurs. On va enchaîner avec le deuxième morceau musical issu de l'Isère. Ça sera quelqu'un de très connu dans la région iséroise. C'est Olivier Depardon qui avait le groupe Virago dans les années 2000. Et si vous écoutez FM43 en dehors de l'émission Coup de tête, vous pouvez déjà... Il y a quelques titres qui sont dans la playlist. Là, c'est une des dernières, ça s'appelle La bonne distance d'Olivier Depardon. La bonne distance, signé Olivier Depardon. La bonne distance, faut garder la bonne distance avec les poursuivants concernant l'écart qu'il y a 3 points avec Le Mans, avec Red Star. Il y en a 6 et 7 avec Reims. Voilà. Olivier Depardon, la poésie noire à la rage contenue. Je vous conseille, s'il a déjà signé 3 albums solo, et voilà. J'ai cru que tu demandais pardon à Olivier, moi. Non, c'est... Allez, on enchaîne avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors samedi à 20h, l'ASS affronte à Geoffroy Guichard Annecy, nouveau club de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Situé dans le ventre mou du classement, les hommes de Laurent Guyot ont en janvier et février enchaîné 7 matchs sans défaite, avant d'en connaître 2 récemment, au Mans et hier en fin de match face au leader troyen, ce qui ne fait pas nos affaires. On disposera de 2 jours de plus de repos, mais pas sûr que ça ait une incidence réelle. Accrochés au Stade des Alpes, les Verts doivent absolument l'emporter pour ne pas se laisser distancer par les Aubois qui, dans l'après-midi, auront reçu Dunkerque. Alors personne, évidemment, n'a oublié l'humiliation du match aller. Défaite 0-4 en jouant quasiment toute la partie à 10 suite à l'expulsion de Miladinovic. Donc l'heure de la revanche a sonné dans un stade qui sera privé du COP Sud. L'arbitre sera monsieur Petit, qui avait arbitré il y a 3 ans à SS Annecy, déjà la victoire 3-2 avec le magnifique but de Mathieu Cafaro. Monsieur Petit, comme je l'ai signalé la semaine dernière, qui avait faussé la fin de rencontre entre Troyes et Clermont en ne sanctionnant pas une faute évidente commise sur Seydousso. C'est le match avant une petite trêve, là, c'est ça ? Oui, ensuite, la semaine d'après. Voilà, donc il y a 2 interrogations côté stéphanois. Bon, l'Arsenal, a priori, il est out. Mais peut-être, on va suivre le Cardinal. Ouais, c'était une alerte, moi. Oui. On a discuté ensemble, mais il a préféré sortir par précaution. Enfin, il avait un sacré bandage à la cuisse quand il est sorti. Il a enlevé le... Donc bon... Je suis pas aussi serein que toi. Est-ce que tu vois un retour de Chico Lamba qui a fait son retour en réserve ? Ouais, alors tu m'as dit qu'il n'avait pas été sensationnel en réserve. Personne n'a été. Non, mais en tout cas, c'est une solution. Moi, j'adore le Cardinal, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, on a vu c'est lui qui disait presque à qui il fallait faire des passes. Il organise tout ça d'une main de maître, donc ça serait vraiment dommage. Mais c'est vrai que quand t'as pas joué de longtemps... Alors je sais pas, est-ce qu'à Brest c'était aussi pour ça qu'il était pas tellement utilisé parce qu'il était fragile, un peu comme notre Mouefek, ou est-ce que c'est le fait de pas jouer souvent qui fait qu'aujourd'hui en enchaînant les matchs son corps est un petit peu meurtri, je sais pas. Mais en tout cas on espère qu'il sera là. Absolument. Le capitaine, il faut qu'il soit là. Ouais. Mais il faut l'emporter à domicile face à cette équipe d'Annecy. Effectivement, il faut avoir en tête le match aller
qui était quand même assez scandaleux côté stéphanois, même si on était réduit à 10. Et ça ne sera pas chose facile face aux Savoyards. Guyot, il a quand même une équipe à chaque fois relativement solide et qui pose quand même des soucis. Effectivement, le 3-2 il y a 2 ans et demi, c'est ça, 2 ans et demi. Je m'en souviens, c'était pas évident, cette équipe d'Annecy, et il lâche rien. Ça va être compliqué, je pense, pour pouvoir l'emporter samedi face à Annecy, à moins, et les scénarios à la Montagnier, depuis qu'il est là, c'est qu'on inscrive le but rapidement dans la rencontre et qu'il débloque un petit peu tout ça, et qu'on assiste à un jeu qui aille d'un but à l'autre, et avec surtout des grands espaces... des grands espaces dans la défense haute-savoyard. Après, le risque après 2 défaites, c'est qu'il fasse jouer son équipe bloc bas, Guyot. Ouais. Le risque, c'est aussi de perdre confiance offensivement. Jusqu'à présent, Après, il n'y a pas de raison, franchement. Non, il n'y a pas de raison. Les joueurs sont Avec le toujours potentiel là, offensif etc. qu'on a. Et puis voilà. Mais il y a des signes avant-coureurs. Pas de Cop Sud. Un 0-0, une équipe certainement qui va faire comme Grenoble, jouer sans prendre de risques. En effet, c'est un match qui me fait souci. Autant il y a des matchs où je le sens mieux. Là, je m'interroge quand même. Ouais. On verra ça samedi 20h à Geoffroy Guichard. On enchaîne avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Un seul coup de cœur, mais quel coup de cœur? Nous sommes le 17 mars 2026, donc il y a 50 ans, jour pour jour, l'AS Saint-Etienne a renversé dans son Nantes mythique de Geoffroy Guichard le Dynamo Kiev en quart de finale de Coupe d'Europe de club champion. Donc il y avait eu bien évidemment auparavant les exploits face au Bayern Munich en 69 et puis Hajduk Split en 74, mais s'il fallait retenir qu'un match d'anthologie, ça serait, on n'a pas douté, celui-là, le destin qui bascule au bout d'une heure de jeu. Je ne sais pas si vous revoyez évidemment l'action, un corner stéphanois et puis un contre amorcé par les soviétiques, Oleg Blokin qui se présente face à Kurkovic, et puis ce tacle un petit peu désespéré de Christian Lopez qui utilise le ballon, Osvaldo Piazza au milieu de terrain, qui transmet à Patrick Révelli sur le côté droit, qui donne à son frère Hervé, et puis au bout de la chaîne collective, donc Révelli, meilleur buteur de l'histoire de l'ASS, qui marque pour l'ASS et pour les Verts, et puis Jean-Michel Larquer, mon capitaine, inscrit le surcoup franc, donc le but qui permet de revenir à égalité sur l'ensemble des 2 matchs, et puis en prolongation, Dominique Rocheteau, l'ange vert, qui envoie les siens au paradis, donc sûrement le plus beau match de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Donc on fête aujourd'hui les 50 ans, donc ceux qui veulent se replonger dans ce magnifique match donc peuvent visionner la vidéo qui a été mise en ligne ce matin par le site du Progrès. Ou acheter ton livre. Ou acheter mon livre également. Accessoirement. De mon côté, je sors un peu du monde stéphanois, enfin pas tout à fait, parce que moi j'ai vu plein de belles choses. Bon, vous avez vu le triplé de Valverde avec des gestes techniques magnifiques. J'ai bien aussi aimé l'équipe de Rodez qui l'a emporté à Reims avec une volonté impressionnante, qui a réussi à faire le dos rond, et puis qui a piqué en fin de match les Rémois par 2 jolis buts. Un penalty. Et un penalty. Surtout le penalty à la fin, quoi. Mais je voulais surtout revenir sur un joueur qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Adil Aouchiche et qui fait les beaux jours de Schalke 04. Figurez-vous qu'il est titulaire dans cette équipe qui joue l'accession en Bundesliga 1 et qui il joue à côté d'Edin Dzeko. Avec pas mal de stats à son actif, des passes décisives, des buts. Voilà, comme quoi on n'aurait pas parié beaucoup. On a même pensé que son expérience à Saint-Etienne l'aurait fait un peu plonger, parce que on attendait beaucoup de lui. Enfin bref, je vais pas prononcer le mot de Claude Puel parce que ça fait sortir des boutons à Marco, mais finalement il avait peut-être vu juste sur le potentiel, en tout cas, de Adil Aouchi. Ça demande d'être confirmé quand même. Pas d'enflammade. Oui. Sur la pépite de Claude Puel. Il était en première ligue avant. Oui. Non, il a été en Écosse.
Oui, mais il a fait deux clubs en première ligue avant d'aller en Écosse. Et puis, ils ont des parcours, c'est fouteux. Lorient aussi. Ouais. Quant à moi, les coups de cœur, Eric évoquait les 50 ans, l'anniversaire 76, le maillot des Socios, les Socios verts, ont sorti un maillot avec Manu France. Ça vient juste de sortir, hein, ça date d'aujourd'hui. Hein. Et il est pas mal avec le logo des Socios verts au niveau du cœur. Et on reprend bien sûr le fond vert avec le MF en blanc qui apparaît. Et ils sortent également des t-shirts, ces Socios vertes pour cet anniversaire. Sinon, j'ai énormément apprécié un joueur pono, c'est Fatih, qui joue piston gauche. Et il a une particularité, ce joueur. Et déjà, il est à l'origine du but, parce qu'il fait des touches qui sont énormes. Et moi, les touches, j'adore ça. Et il en a fait plusieurs dans la rencontre. Et là, c'est lui qui est le passeur décisif, qui amène en fin de compte le penalty. Il prend de l'élan, mais il te l'envoie à 30-40 mètres, quoi. C'est assez impressionnant et moi j'adore ça. Et point de pénalty, il arrive à trouver le point de pénalty. Oui, je pense qu'il arrive facilement à arriver au point de pénalty. C'est ce qu'on appelle un jeu à une touche de balle. Voilà, exactement. Et pour terminer, le but de Molina, pour l'Atlético de Madrid ce week-end, qui est simplement somptueux. Je vous conseille, chers auditeurs. Et on enchaîne avec les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors, coup de tête pour ce qui s'est passé en avant-match à Grenoble, donc les incidents entre ultras, puis les fouilles abusives dont ont été victimes plusieurs supportrices. C'est pas la première fois, c'était passé la même chose l'an dernier du côté de Monaco. Coup de tête pour la suspension pour 2 matchs du COP Sud, pour la nouvelle défaite à Dijon des féminines qui seront désormais entraînées par Yannick Chandiou, l'ancien pro de Guignon. Coup de tête pour le nul à domicile, 2 buts partout de la réserve, j'y étais, qui alignait pourtant d'entrée Stojkovic, Lamba, Hanan, Gadekbekou, Emar, Moefek et Dufus, excusez du peu. Et puis un coup de tête pour l'arrêt programmé de l'émission Téléfoot, qui, comme le multiplex radio, est un peu comme une Madeleine de Proust. D'accord, bah tu me l'apprends, dis donc. Moi, j'ai pas grand-chose, si ce n'est qu'en Allemagne, je reviens à l'Allemagne, c'est la VAR qui est montrée du doigt. Parce je crois qu'il y avait un coup de tête pour Adila Ouchiche. Il y a plein de... Non, c'était un coup de cœur. La VAR est montrée du doigt parce qu'il y a 2 matchs, ou même plusieurs, mais où vraiment la VAR a complètement modifié le cours de la rencontre. Je pense à le Bayern contre c'était qui ils ont joué contre Leverkusen qui a une bonne équipe, mais qui voilà, ils étaient tous fous. Et donc quand ça touche les grosses équipes, admettons que la VAR vienne embêter le Paris Saint-Germain, on en entend beaucoup plus parler. Donc il y a comme ça un vent de révolte contre cette technologie qui fausse, surtout même sur les hors-jeux, la réalité du foot. Michel Platini avait raison. Mes coups de tête, ils sont un petit peu similaires à ceux d'Eric. Oui, les heurts entre supporters, j'ai pu voir ça. Mais en fin de compte, l'origine de ces heurts, c'est le mauvais trajet. Le trajet qui a été... Nous, on a fait un très long détour, donc on n'a pas été inquiétés. Quand on arrive au stade, on a appris qu'il y avait eu des incidents entre ultras qui ont été orientés du côté des supporters grenoblois, donc forcément. Mais c'est la police qui s'est gourée. Il faut le dire quand même. Voilà, il y a des heurts, mais c'est qui se sont gourés. Comme en Grèce il y a très longtemps, Olympiakos, voilà, ils avaient fait entrer les supporters, les ultras stéphanois dans le parcage ils grec. Ils sont gourés de route, ils les ont emmenés directement en face des Grenoblois, donc je trouve ça vraiment dommage. Et ces heurts, c'est d'une tristesse, enfin voilà. Et les 2 matchs sans COP Sud, donc infligés par la Ligue, c'est exactement la même sanction que les Nancéens, ce qu'ils ont fait aux ultras grenoblois il y a 3 semaines de ça, où c'était simplement de la violence, alors que nous c'était simplement festif. Ils avaient piégé les sièges, hein, ils avaient piégé les sièges, voilà. Donc voilà, c'est pure violence. Alors que côté COP Sud, c'était l'anniversaire des Greens, il y avait un magnifique tifo. Effectivement, il y avait quelques fumis, mais quelques.
Mais résultat, c'est la même sanction. Donc, quand je parle de compétences, et ben voilà, les gens de la ligue qui vivent avec ces amendes infligées au club, moi ça me rend fou, mais complètement fou. Après la faible sanction contre Nancy nous permettra, nous Stéphanois, de pouvoir aller au stade Marcel Picot. Exactement. Parce que normalement le match aurait dû être à huis clos. Ouais. Et autre coup de tête, le coaching qui fait, il n'y a pas moins fake, donc ça m'a dérangé, surtout que la semaine précédente ça avait changé la donne. Et la réalisation du match entre Grenoble et Saint-Étienne était catastrophique sur Being. On passait d'un gros plan à un plan extra large. La succession des plans était pas bonne du tout, et je comprends pas qui est à la tête de ça. Quand je parle d'incompétence, là on en a vraiment des cadrages qui veulent plus rien dire, quoi. Et des fois, en fin de compte, on perd le fil du match, et on perd le fil. On voit pas le ballon, quoi. C'est pour ça que les tirs sont pas cadrés. Ouais, mais bon, voilà. Donc je tenais à le souligner, parce que c'est pas la première fois, et je trouve quand même c'est abusé, quoi. Quand tu es censé assister à un spectacle télévisé et que tu assistes à ça, c'est bien triste. T'as tout à fait raison, mais je tiens à remarquer que Eric fait des efforts pour amener un peu d'humour dans cette émission. Il faut le souligner avant de finir. C'est aussi mon coup de cœur. C'était les coups de tête, là. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour revenir sur le match entre Saint-Étienne et Annecy, samedi 20h, Geoffroy Guichard. D'ici là, bis à l'œil, et portez-vous bien, et allez les Verts! Bonne semaine, allez les Verts. Ciao, ciao. L'émission Coup de tête vous a été proposée par la boutique Trinquant, située au 35 rue des Martyrs de Vingré à Saint-Étienne. Trinquant, le magasin des amoureux des verres dédié au foot vintage et à la culture stéphanoise. Également visible sur trinquant.fr.